Bonjour à tous, bienvenue pour le tournage de ce numéro 80 de Carter et Piston que nous avons la chance de tourner dans un endroit assez prestigieux. Nous sommes au-dessus des Raidillons sur le circuit de Spa-Francorchamps. De nombreux sujets et essais sont au programme de cette émission, mais nous allons tout de suite commencer par le sommaire. DG Sport Bikers Day, une activité événementielle bien chargée que nous décrira le directeur de DG Sport Bikers Day, alias Florian Jupsin. Voyage moto, nous avons testé l'organisation Bike to Beach en Corse. Nous avons ramené une tonne d'images, mais surtout beaucoup de souvenirs. Denez AGV, rencontre avec Olivier Hartz, qui est le distributeur de ces deux marques prestigieuses en Belgique et au Luxembourg. BMW F800 GS, une petite aventurière qui sait tout faire, mais qui n'est finalement pas une 800. KTM 890 Adventure R, le tarail off-road par excellence qui nécessite un certain bagage technique pour en tirer le meilleur. Kawasaki Meguro S1, Neo Retro, Revival et mini-cylindré au programme pour cette petite moto pas comme les autres. Bonjour Florian. Bonjour Grim. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça fait du bien de te revoir. Pareillement. Après l'hiver, comme toujours, comme chaque année. Donc la saison a déjà bien commencé pour vous ? Oui, l'hiver, on en est sorti. On est déjà parti plusieurs fois dans le cadre des Bikers Days à Portimao, notamment Barcelone et le Mugello à l'étranger. Puis on a fait déjà 2 fois Mété et 1 fois Spa pour démarrer cette saison. Nous ne sommes que fin mai, mais on a déjà bien travaillé. Oui, il y a du boulot et c'est pas fini, c'est le cas de le dire. À savoir qu'on est ici pour parler, bien évidemment, du programme futur, de tous les événements qui vont avoir lieu ici à Spa dans le cadre des activités moto, qui sont donc chapeautées par Bikers Day. Par DG Sport. DG Sport, ok. Alors moi j'ai noté 8 heures de Spa, Ducati Days, Spa Italia, Spa Asia, Biker Festival, 6 heures de Spa qui comprend ce fameux concours et ce nouveau concept de objectif 6 heures. Oui, donc on a toute une partie track day qui sont les Bikers Days, pour refaire un petit peu l'histoire. Là, qu'on exploite à Francorchamps de fin avril à mi-septembre. Il n'y a pas que Francorchamps, il y a aussi tous les circuits européens, dont ceux que j'ai cités juste avant, mais aussi arrivent Le Mans, Dijon, Assen, Valence, Misano. Ouais. Et puis alors s'ajoute à ce programme de journée de pistes libres, ce qu'on appelle chez nous les événements grand public, donc les 8 heures de Spa, pour lesquels nous ne sommes pas organisateurs, mais nous travaillons avec Claude Michy, surtout pour les contacts locaux, vu que nous sommes vraiment basés ici à quelques pas du circuit de Spa-Francorchamps, et que la moto, ça nous connaît. Donc on a un chouette partenariat avec Claude. C'est un plaisir pour nous passionnés de course moto de participer aux 8 heures avec eux. Les 8 heures qui s'annoncent déjà super bien parce qu'ils ont un beau nombre d'engagés, avec 44 engagés si je ne me trompe. 45. 45 teams engagés, donc ça promet un beau spectacle, d'autant plus que c'est les motos les plus rapides qu'on puisse voir ici à Francorchamps, avec notamment l'année dernière un record du Tour battu, qui je pense le sera encore cette année parce que grâce au nouvel asphalte qui a été mis juste une semaine après les 8 heures de Spa l'année dernière. Donc on peut s'attendre à ce que ça tourne encore une bonne seconde plus vite. Le record actuel est de 2,17 quelque chose. 2,17 ? Oui. Ouf, ça devient vraiment chaud là, 17. Déjà, pour moi, le cap des 20 était déjà hallucinant, mais alors en 17, ça devient vraiment chaud. Bon, donc 8 heures de Spa, on y sera évidemment. De plus, vous devez savoir que nous allons d'ici quelques jours mettre online un concours pour gagner des places pour les 8 heures de Spa. Nous viendrons couvrir juste l'événement de manière sympathique et amicale, on va dire. Mais on sera là, bien évidemment. Et le lendemain, on passe directement au Ducati Days. Donc ça va être un week-end qui va être chaud. Qui va être chargé. Donc habituellement, le Ducati Days s'organisait dans le cadre du Spa Italia, qui a lieu la semaine après. Donc on a 15 jours ici où on va être pas mal présent à Francorchamps. Vu son succès, au Spa Italia, on pouvait accueillir seulement déjà 160 motos. Mais uniquement des Ducati. Uniquement Ducati. Mais ça devenait trop juste. Donc on a décidé avec Ducati de passer à la journée du dimanche 8 juin. Et c'est un franc succès parce que finalement de 160, on passe à
320 Ducati. Ok. Donc ça va être une journée sous le signe Ouais. rouge. Ouais. Donc ça, ce sera pas mal. Et puis on enchaînera alors avec Spa Italia, qui suivra 2 jours de track day, Oui. le vendredi et le samedi, mais toujours le Spa Italia le dimanche, où là c'est vraiment la fête à l'Italie. Oui. Oui, très bel événement d'ailleurs, qui existe depuis combien d'années maintenant? Ce sera la 21e édition cette année, Ouais. la 13e sous notre organisation. C'est un événement qu'on a repris il y a déjà 13 ans et qui ne cesse de grandir, toujours avec de plus en plus de clubs, que ce soit voiture ou moto. Et nous, on s'attelle à vraiment peaufiner les détails au niveau des expositions, au niveau de la gastronomie. Donc on peut retrouver vraiment un village italien. Il y a une animation avec du drift. Oui, c'est important de préciser que c'est une journée voiture-moto. Voiture-moto, et on veut vraiment l'axer sur la famille. Ok. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, c'est vrai qu'il y a de l'expresso partout, il y a tout ce qu'il faut. Des apérols pour ceux qui ne prennent pas le guidon du volant. Exactement, oui. Et donc c'est toujours un très bel événement qui a beaucoup de succès. Et ça, ce sera donc quelle date? Le 15 juin. Le 15 juin. Pile une semaine après le Ducati Day. Ok. Et puis après, que va-t-il se passer? Le Spa Asia, c'est... Après le Spa Asia, le 14 juillet, donc toujours après 2 jours de track day. Donc nous, ça nous permet comme ça de préparer l'événement. Oui. Et là, c'est un petit peu la même formule que le Spa Italia, simplement pour les marques asiatiques. Oui. Événement seulement à sa 4e édition. On pensait faire un copier-coller du Spa Italia, mais en fait, avec les années, on se rend compte que c'est vraiment devenu C'est 2 publics différents. 2 publics différents et 2 événements différents. Ouais. Évidemment, nous, l'événement, on l'adapte aussi au public qui est présent. Ouais. Et c'est devenu vraiment, mis à part le nom qui peut sembler similaire, un événement complètement différent. Mais tout aussi varié en termes d'animation que le Spa. Oui, tout à fait. Et alors, c'est une question qu'on t'a certainement pas posée. C'est est-ce que la Chine fait partie de l'Asie? Si tu me la poses, c'est que c'est non. Non, en fait, la question cachée derrière tout ça, c'est que Spa Asia, bon, alors on sait que dans le marché de la moto, il y a quand même quelques acteurs chinois qui débarquent en force. Est-ce que ces gens ont déjà communiqué un certain intérêt aux genre de Bien choses? sûr, Ouais. il y a certaines marques chinoises qui seront présentes. Ok. Et c'est pour ça qu'on avait pris aussi un nom générique. On aurait pu prendre Japan, un nom Japan, ouais. mais alors on se fermait les portes, notamment en voiture, à des marques comme Hyundai qui est coréen, Ouais. ou toutes les marques chinoises qui arrivent maintenant sur le marché. Il y a 5 ans, ce n'était pas spécialement le cas. Maintenant, on remarque qu'on a fait un bon choix au niveau du nom. Oui, tout à fait. Bon, après, suivra, il y aura quand même un événement de taille auquel je participe aussi chaque année, c'est le Bikers Festival, qui est devenu un petit peu le petit salon, voire le salon de la moto en Belgique, en plein air. Bon, ça, c'est juste le truc qui fait qu'il faut qu'il fasse beau, sinon c'est un peu... voilà. Un 15 août, normalement, bon, on peut espérer que la météo soit bonne. Oui, on n'a plus qu'à croiser les doigts et toucher du bois. Mais ça reste quand même un événement où, en fait, si je ne dis pas de bêtises, les constructeurs commencent à avoir de plus en plus d'intérêt. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous là, non? Ils sont pratiquement tous là. Alors, on ne sait jamais réunir tout le monde. On le voit dans le cadre de nombreux salons. Maintenant, ça, c'est notre travail l'hiver de prospecter et de vendre au mieux aux marques. Ouais. Mais aussi, on les écoute beaucoup. On fait un débriefing avec chaque marque pour savoir quel était le point positif ou le point négatif. Ce qui est vraiment étonnant avec cet événement, c'est qu'on a tendance à l'oublier. Ça ne sera que la 3e édition. Ouais. Donc on a fait une première édition où, je parle par exemple en termes d'essais, on a fait environ 800 essais, un petit peu moins. Et puis l'année d'après, avec les différentes remarques des uns et des autres, de la communication qu'on a un petit peu changé aussi, on est passé à plus de 2300 essais. Ouais. Plus, ça va être compliqué, je pense que tu peux en attester. Oui. Maintenant, différemment, c'est sûr qu'on arrivera à encore satisfaire plus les différents importateurs qui jouent le jeu, et je les en remercie. Et nous, à côté de ce salon, on met aussi en place, par exemple, sur la piste, il y aura, que ce soit des motos modernes, des motos classiques, des sidecars, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, qui est toujours impressionnant. Oui, très. Des expositions, un enduro, tout un village commercial. Ouais. Donc il y aura comme chaque année, ça veut dire des possibilités de faire l'enduro tout autour du circuit. Cette année, vous aurez certainement de nouveau au moins entre 120 et 150 motos à l'essai. Oui,
minimum 120. Oui. Et donc, effectivement, toutes ces motos sont à l'essai sur 6 slots sur la journée, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a plus ça maintenant, parce qu'on est passé 8, de demi-heure en demi-heure, donc on a 16 slots par jour. Oui, 16. Ok. Alors, pour info, il faut savoir que c'est moi qui suis ouvreur des groupes, et donc j'emmène tous les motards qui vont faire cette fameuse demi-heure de balade et d'essai avec une moto. Alors on est toute une équipe parce qu'il faut encadrer évidemment tous ces groupes. Mais effectivement, l'année passée, en plus il faisait superbe, il faisait chaud. Vous n'avez pas chômé. Et effectivement, on a bien mouillé le maillot, comme on dit. Mouillé le cuir. Bon, mais ça c'est une super nouvelle parce que c'est vrai que pour le public, avoir la possibilité de réserver des essais, bon, alors, on conseille de réserver un maximum. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui viennent et qui viennent un petit peu se mettre dans... De moins en moins, Ouais. parce que malheureusement pour eux, l'année dernière, ils sont arrivés, ils voulaient essayer une moto, elle n'était plus disponible. Oui. Donc, traduction, eh bien, dès que... d'ailleurs, le site, où il y a déjà moyen de s'inscrire ou ce genre de choses, pas encore généralement, on ouvre les inscriptions pour les essais de début juillet. Ok. Mais je vous invite à suivre de toute façon nos réseaux sociaux, Bikers Festival. Et là, on met à jour dès que la plateforme est prête. Et de toute façon, nous allons relayer l'information, comme d'habitude, n'est-ce pas? Merci. Parfait. Bon, alors, Biker Festival, et puis quoi d'autre encore? Il restera les 6 heures moto. Course d'endurance amateur ici à Spa. Oui. Ce fut pendant longtemps la seule course d'endurance moto à Spa-Francorchamps. Maintenant qu'il y a les 8 heures moto, évidemment, ça change. On a la caractéristique des 6 heures moto, c'est que c'est vraiment pour les amateurs. Oui. Donc, c'est en fait à la base pour nos clients Bikers Days qui veulent passer le cap de faire une course. Et on peut dire que ça fonctionne. On est à l'heure actuelle déjà complet pour ces 6 heures moto. Donc ça représente 72 équipages au départ. Okay. La parade dans le centre de Spa qui aura normalement lieu encore cette année, ça va dépendre un petit peu parce que le centre-ville de Spa est en travaux. Donc on verra un petit peu... Des travaux Des travaux Des travaux, beaucoup de travaux. Des travaux, il y en a, mais partout, quoi. Et ici, Spa, c'est vrai qu'il redynamise un peu le centre. Ouais. Et voilà. Donc ça, on verra un petit peu en fonction de l'avancement des travaux. Mais j'espère vraiment qu'on pourra la faire parce que c'était un chouette moment. C'est chaque fois un chouette moment pour justement ces pilotes amateurs de les mettre en lumière. Ouais. Et de signaler encore au public, pour celui qui ne le sait pas, qu'il se passe une belle course le dimanche. Oui, les 6 heures de Spa, oui, c'est la course de l'année pour les Belges, quoi, ça c'est sûr. Ça fait combien de temps que les 6 heures de Spa existent, tu sais ça? On pose une colle parce qu'on a passé de 8 heures à 6 heures, 4 heures. Oui, moi je les ai toutes faites. Ça fait déjà un moment. Je crois que ça fait 12 ou 13 fois que je fais les 6 heures. C'est bien possible. Ouais. Ouais. Enfin, et on y sera évidemment cette année, bien évidemment, puisque je suis instructeur pour Bikers Day à Francorchamps. Et donc, on doit aussi parler de Objectif 6 heures. Ça, c'est un concours qui est absolument génial. En quelques mots, explique-nous le concept. Donc le concept, c'est que, comme je vais te l'expliquer, pour nous, les 6 heures moto, c'est un petit peu la continuité des Bikers Days. Donc pour celui qui est un bon amateur, qui commence à vraiment améliorer ses chronos sur circuit, qui a envie d'un petit challenge, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité ou quel que soit finalement le niveau, bien qu'il y a quand même un temps de qualification qui est un peu plus large quand même qu'aux 8 heures moto, mais il y a un temps de qualification. Et donc, dans la continuité de cela, on a aussi évidemment la Biker School, dont tu es instructeur, et je voulais faire un lien entre les trois. Et donc, j'ai décidé de lancer un concours il n'y a pas tellement longtemps. En fait, ça devait être au mois de février-mars. Un jour matin, dans ma douche, j'ai eu une idée lumineuse. Je me suis dit, et si on faisait gagner une participation à une personne qui n'a jamais pris de départ, jamais rien du tout. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce concours d'Objectif 6 heures. Donc on a lancé sur nos différentes plateformes un appel à candidature. Il y avait quelques conditions à remplir, comme ne jamais avoir participé à une course, ne jamais avoir été licencié. Et surtout, c'est une condition un peu spéciale, mais ne pas avoir roulé plus vite que 2 minutes 50 ici à Spa. Okay. Pourquoi? Pour justement utiliser la Biker School et faire progresser le lauréat pour pouvoir se qualifier aux 6 heures moto. Donc il aura 4 journées de coaching et de track day, en plus de la participation aux 6 heures moto. Il y a aussi Fabien François avec Fast Forward qui est venu dans une de tes émissions il n'y a pas longtemps, qui fera un réglage
de la moto. Donc on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles. A priori, si le type il roule en 2,50 et qu'il est volontaire et qu'il a 4 jours de coaching, plus, en fait, on va, dès les premiers jours, en fait, lui donner les bons trucs, les bonnes trajectoires, mais aussi les bons comportements, comment se comporter avec sa moto. Donc oui, c'est sûr que lui, il va vivre une aventure de folie. Moi, je pense, en tout cas, il était super content et ému quand on lui a téléphoné pour lui annoncer qu'il avait gagné. La sélection n'a pas été simple. On a reçu plus de 100 candidatures quand même. Notre choix d'abord s'est orienté vers les candidatures les plus originales. Il y a des gens qui avaient vraiment réalisé que ce soit des vidéos, mais vraiment il y avait du travail derrière. Une autre personne avait réalisé une bande dessinée, c'était franchement super. Donc voilà, là ça prouvait déjà la motivation de la personne. À participer à l'événement et à ce concours. Et notre choix, finalement, s'est porté sur Nicolas Perenboom, que je ne connais pas. J'ai eu une fois au téléphone, mais ça va être un plaisir de le découvrir. La vérité, c'est que je ne le connais pas non plus, mais dès que j'ai su qu'il avait été choisi, je l'ai contacté sur Facebook et directement, forcément, il est hyper excité. Il sera là le week-end des 8 heures. Et donc, on aura l'occasion de le rencontrer, faire un briefing et puis commencer cette longue aventure qui va se terminer le 14 au soir, autour de l'Arquitu, comme à son habitude. le 14 septembre. Oui, septembre. Donc, les 6 heures de Spa ont bel et bien lieu un 14 septembre et c'est un dimanche. C'est un dimanche. Donc 2 événements de taille en moto qui viennent, dont le prochain a lieu ce week-end tout simplement, c'est les 8 heures de Spa. Et secondo, il y a les 6 heures de Spa qui est une course plus amateur certes. Mais les amateurs maintenant roulent autant que des pros, donc à un moment donné ça paye. Oui, absolument. Donc sachez que chaque événement organisé par DG Sport a son propre site, que ce soit les 6 heures, que ce soit le Biker Festival, que ce soit Spa Asia et tout ça. Donc n'hésitez pas, allez voir les sites internet, allez voir les activités, réservez si vous voulez faire des essais, anticipez un maximum parce qu'il va y avoir du monde et ça va être des événements qui vont être sympathiques. Je l'espère. Oui. Bon, je pense qu'on va penser à parler maintenant du premier sujet de l'émission, qui est en fait une émission un peu particulière. Nous avons été avec Alex en Corse et nous avons été invités par Bike to Beach. C'est une société d'organisation d'événements, enfin pas d'événements, de voyages motards, mais avec un fil conducteur qui est de voyager avec votre moto. Donc c'est une société belge qui propose de prendre vos motos et les amener un peu partout en Europe. Donc nous on a été en Corse, mais il y a la Sardaigne, il y a la Croatie, enfin il y a toutes sortes de destinations qui sont fantastiques. Nous on a passé 4 jours en Corse avec Cédric, le patron de Bike to Beach, et je vous invite à découvrir ce sujet tout de suite. On est ici à Bruxelles chez Louillet Motor, le concessionnaire chez qui on récupère en fait les motos du parc presse de chez BMW. Il est 9h30 et je suis venu récupérer une petite moto qui va nous accompagner dans un petit road trip. Je dois être dans 1 heure du côté de Dinan pour aller déposer cette moto que je viens de récupérer. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, il est 11h et je suis venu déposer donc la F800 GS qui va partir dans une destination qu'on vous décrira bientôt, n'est-ce pas mon cher Arnaud? On s'en va au soleil. La Corse, destination idéale pour tout motard en quête d'aventure et de liberté. Située entre terre et mer, elle a été notre terre d'accueil pour un court séjour au paradis. On vient d'arriver, on monte sur les motos et c'est parti. En fait, on a été invité par Bike to Beach, qui est une organisation de voyage en moto, qui prend votre moto en Belgique et vous l'amène dans pas mal de destinations un peu partout en Europe. Et donc vous pouvez arriver tout simplement en avion tranquille avec un petit sac à dos alors que tout votre sac, vos équipements et tout ça est déjà parti. Et c'est d'où on est arrivé hier matin
On a déjà fait 200 km hier fantastique avec des routes de dingue. On a roulé fort, un peu trop d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est balade. En fait, il y a une liberté totale. On n'a pas de groupe à suivre. Chacun fait ce qu'il veut d'une certaine manière. On a tous un tripi qui nous permet de faire on fait tous la même boucle, mais à des moments différents, et on s'arrête où on veut. Donc on est vraiment libre. Et puis le soir, on se recentre, on est tous ensemble. Et puis on voit si on a envie de manger ensemble ou pas. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette. En plus, forcément, humainement, c'est toujours une aventure. Donc ça, c'est pas désagréable. Au milieu de cette organisation, il y a Cédric Laurent. La Corse, ça le connaît. Il fait ça depuis 20 ans. Il amène votre moto sur place, il est votre guide, il s'assure des timings et du bon déroulement de votre voyage. Vous êtes entre de bonnes mains, une vraie main de fer dans un gant de velours. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi Anne, sa compagne. Elle gère la logistique pendant votre séjour. Transfère vos bagages entre chaque étape pour que vous puissiez voyager léger et en toute sérénité. Ou tout simplement, si votre passager ne supporte plus votre conduite désinhibée par un parfait mélange d'exaltation et d'émerveillement. Anne, elle s'occupe de tout, enfin, presque tout. C'est ne jamais oublier de prendre plusieurs caleçons. Parce qu'un caleçon pour 5 jours, ça nécessite de le laver tous les soirs. C'est mieux d'en amener plusieurs. Bon, trêve de plaisanterie. La Corse, c'est l'aventure, la rencontre avec la faune locale, des paysages somptueux, un cadre idyllique, des virolos à perte de vue et encore et toujours la faune locale. Bon, ça c'est la magie de la Corse. C'est que tu es sur la route, en quelques secondes, tu es dans les graviers, et quelques secondes après, tu es face au paradis. Alors, on va faire mieux en fait. Je vais prendre une initiative risquée, mais une initiative quand même. Soyons fous. Alors, tenez-vous bien. Donc, je suis sur la route, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que je vais hors piste. Et là, à mon avis, ça va commencer à être sympathique. Alors je vais passer là, voilà, et voilà. Rouler dans l'eau, c'est toujours gai. Ah, ça c'est la Corse, la vraie. Voilà. Bon, c'est dommage pour la bagnole, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même absolument magnifique. Et ça fait du bien de voir un peu de nature, la mer. La Corse reste absolument une île incroyable, de variété, de chemins, de routes. C'est vraiment génial. Ça paraît incroyable, mais on n'avait que 140 km aujourd'hui et j'ai l'impression que j'en ai fait 500. Hop là. C'est une expérience hors du commun dont chacun se souviendra. La Corse, il n'y a pas à dire, c'est quand même le dépaysement et la liberté. Le voyage touche déjà à sa fin et il est déjà temps de replier bagages, avec bien évidemment des souvenirs plein la tête et déjà l'envie de repartir pour une autre destination zéro contrainte et 100% plaisir. Merci Bike to Beach. Voyagez avec votre moto. Voyagez avec Bike to Beach. Bonjour Alex. Salut Arnaud. Alors, ce voyage Bike to Beach, si tu devais le résumer en quelques mots, que dirais-tu? Je dirais découverte, paysage et je dirais surtout liberté. Ouais. Je pense que ça, c'était vraiment le mot d'ordre du voyage. Hein. Ouais, effectivement, oui. Ouais. Alors en fait, on est arrivé là-bas, c'est assez comique parce qu'en fait, on est arrivé sur place, on avait un avion réservé, on arrive à l'aéroport de
Figari. De Figari. Et bon, on est avec notre sac tranquille, donc on pensait que quelqu'un allait venir nous chercher et qu'on allait nous transporter jusqu'à l'hôtel, ou enfin, comme c'est d'habitude dans le genre de présentation, et pas du tout. D'autant plus qu'en fait, on est arrivé surtout à 14h. Oui. Voilà. Donc on s'est dit, on va peut-être pas entamer une journée de roulage dès l'arrivée, parce que finalement, arriver à 14h, c'est déjà une demi-journée qu'on a un petit peu rongée, quoi. Et pas du tout. Et pas du tout. Pas du tout. En fait, il y avait la femme de Cédric, Anne, qui nous attendait dans le parking, tout simplement. On a juste reçu un message. Hein. Ouais. Les motos étaient prêtes. On est sorti avec notre bagage. Et en fait, on a eu royalement 10 minutes pour s'équiper, tout enlever, s'équiper, choper Cédric sur la route. À la volée, parce qu'on ne s'est même pas arrêté. Non. Et on était parti directement pour 200 km de folie pour traverser toute l'île et aller au nord, en fait. Ouais, au nord. On a atterri au sud, on était le soir au nord. En fait, et donc, on a découvert cette organisation qui était quand même sympa. Et c'est vrai que le fil conducteur pour Cédric, c'est vraiment organisé. Donc, c'est carré, c'est bien organisé, les horaires, tout est bien organisé. Mais il y a une liberté totale, à savoir que chaque moto est équipée d'un système de navigation. Tripi, où en fait, vous avez tous les itinéraires qui sont dedans. Et bien, quand tous les matins, vous vous réveillez, vous le mettez, vous choisissez le bon jour. Et en fait, vous avez toute la journée pour faire le parcours. Alors, ça peut varier de 140 à 300 km à peu près. Mais vous avez une liberté totale toute la journée. Vous pouvez partir avec un groupe si vous aimez des gens et si vous appréciez d'autres. Vous pouvez partir seul. Alors nous, évidemment, on avait pas mal de boulot vidéo, donc on a dû un petit peu s'isoler, ce qui ne nous a pas empêché de suivre le groupe, de les rejoindre tous les soirs et tout ça. Et pour finir, on a quand même énormément ri. Ah oui, on a pas mal ri. On a même pris un bateau pour faire une visite. Alors ça, c'était quand même mémorable, parce que ça devait être en fait un voyage en bateau qui devait se faire sur une mer lisse, avec un beau soleil, un coucher de soleil. Enfin, il y a toute une partie de l'île qui est vraiment absolument fantastique. J'ai oublié le nom. Et on est parti, la météo était un peu compliquée et elle s'est compliquée encore. Et donc, au fin de compte, on était 15 sur le bateau, je crois. Et les deux seuls qui rigolaient, c'était nous. C'était nous. Il y en a d'autres qui ont passé un nettement moins bon moment, pas habitués à la mer, pas habitués à des vagues, pas habitués à... Bon, il faisait pas très chaud, il y avait de la pluie, il y avait des creux, enfin voilà. Donc, on était littéralement trempés. Oui, absolument. Bon, c'est resté un super souvenir, et le lendemain, tout le monde en riait, mais voilà, on a passé vraiment un super moment. Et j'ai eu l'occasion d'essayer, lors de ce voyage, en fait, BMW nous avait mis à disposition une BMW F800 GS. Et alors c'est assez comique parce que moi j'avais donc mis cette moto dans le camion une semaine avant de partir. Et sur place, pour Alex, Cédric avait prévu la 850 GS. La F850 GS. Donc en fait, on avait la 2024 et moi j'avais la 2025 avec un moteur différent. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le sujet F800 GS en Corse. Bienvenue pour la présentation de cette F800 GS de chez BMW. Alors comme vous pouvez le constater, on est dans un cadre qui n'a rien d'idyllique, mais tout ça a une raison, puisque comme vous l'aurez constaté sur les réseaux, j'espère, nous revenons de Corse. Il y a 3 jours, on était en Corse, et la moto sort du camion de chez Bike2Beach, donc l'organisation d'événements moto qui transporte votre moto de Belgique un peu partout en Europe. Et donc la moto, en fait, elle sort directement, elle vient de sortir il y a 10 minutes du camion. Donc je vais commencer par essayer d'un petit peu vous expliquer la gamme GS en 2025 parce que elle nécessite quand même quelques explications et on y va tout droit. Donc j'ai besoin de mon petit copion parce que vous allez comprendre la difficulté. Donc j'ai bel et bien la première de la gamme qui est en fait une G310 GS, qui est donc la petite GS 300 cm3.
Puis vous avez la F800 GS que vous avez sous les yeux, qui est ici, qui est en fait la petite GS de base. Et puis vous avez la F900 GS, qui elle est un petit peu différente et mieux équipée, mais elle est équipée exactement du même moteur, au même titre que la F900 GS Adventure. Ça veut dire que les deux 900 et la 800 sont équipés du même moteur, qui fait 895 cm3, mais la F800 que vous avez sous les yeux est légèrement moins performante, à savoir qu'elle développe 87 chevaux, alors que les deux 900 développent 105 chevaux. Au niveau du couple, on est ici sur à peu près 91 Nm, alors que les deux autres 900, qui sont un peu plus performantes, ont un peu plus de 93 Nm de couple. Mais ce n'est pas fini, puisque vous avez évidemment la grande sœur et la reine de la catégorie, donc vous avez la R1300 GS, qui est la version de base de la GS, et s'ajoute à ça la dernière, qui est la R1300 GS Adventure, qui elle, bon, ben, comme son nom l'indique, est la version Adventure avec le grand bidon de 30 litres et tout ça. Donc, quand en fait on parle d'une F800 GS, eh bien en fait non, c'est une F900 GS, mais comme il y en a déjà une au catalogue, eh ben, ils ont appelé celle-ci 800, alors que c'est une 900. Alors, c'est un petit peu un positionnement bizarre parce que c'est un trail, mais comme vous le constatez, avec la protection d'un roadster, quoi. Il n'y a pas de bulle. Enfin, il y en a une, mais c'est une bulque, comme on dit chez nous. Et donc, protection quasi inexistante. Mais bon, bah, aux allures auxquelles on roule ici, ça fait le job. Et donc cette moto est disponible sur le site belge à partir de 10 965 €, ce qui est un tarif évidemment très compétitif, puisqu'on est sous les 11 000, donc ça c'est chapeau. Bon, évidemment, on en a pour son argent, et donc cette moto, quand elle sort, eh bien en fait elle est équipée, elle est moins bien équipée que celle-ci, parce que celle-ci est équipée de deux packs. Elle a le pack sport et elle a le pack confort. Et donc, ça amène tout un paquet d'options supplémentaires. Donc, pour revenir un petit peu à la dotation de base de cette moto hors package, hors option, eh bien, vous avez bien évidemment l'écran TFT de 6,5 pouces avec un système de communication avec votre téléphone, donc ça c'est classique. Vous avez l'ABS Pro qui est en fait aussi adaptatif et ABS cornering. Vous avez le contrôle dynamique de traction, donc bien évidemment cette moto est équipée de traction control, mais c'est on ou off. Vous avez les modes de conduite rain et road de base. Vous avez les clignotants à LED. Vous avez une prise 12 volts USB qui est ici et qui est super bien placée, de même que de l'autre côté, en fait il y a deux prises de courant sur le poste de pilotage, et ça c'est génial. Et alors il vous donne les leviers de frein et d'embrayage réglables. Bon, bah, ça c'est une anecdote. Par contre, ce qu'ils ne disent pas, et ce qui est pour moi le plus important, c'est que cette moto arrive avec un package de suspension qui est quand même assez basique, à savoir que la fourche est non réglable ni en précontrainte, ni en compression, ni en détente, donc c'est schnoll, il n'y a rien à faire. Et à l'arrière, vous recevez de base un amortisseur qui lui est réglable en précharge avec une petite molette, et aussi un réglage de détente. Okay, donc on est sur une base suspension qui est relativement basique, on peut le dire. Alors celle-ci, comme elle est équipée des deux packs, eh bien en fait, dans le pack sport, vous avez toute l'intégration du système de suspension piloté de chez BMW, avec la fameuse bonbonne qui fait varier la précharge en fonction du poids embarqué, à savoir que la moto, eh bien en fait, plus vous la chargez, plus elle donne une information de poids au boîtier, et donc en fait la précharge se fait automatiquement. Et au niveau du réglage road ou dynamique, eh bien, là c'est la compression qui intervient pour pouvoir rendre la moto plus ferme en fonction du poids embarqué. Bon, on va un petit peu parler chiffres aussi pour cette moto, bien évidemment. Bon, alors on va parler du poids. Alors sur le site est annoncé 227 kg, mais je dois avouer que sur le site, il y a un petit manque de clarté, à savoir qu'il m'a été impossible de savoir si les 227 kg représentaient une moto en ordre de marche, ce qui veut dire avec 1 ou 2 litres d'essence, ou bien tout plein fait. Ce bidon donc contient 15 litres d'essence. Et un petit peu sans le vouloir, eh bien j'ai testé la réserve, et donc j'ai réussi à arriver à la pompe avec une autonomie affichée de 2 km. C'était pas fait exprès,
C'est juste une erreur d'estimation de ma part le matin en partant. Et donc, je suis arrivé avec 2 km à la pompe. J'ai fait le plein. Ce réservoir donc fait 15 litres et j'ai rajouté 14,5 litres. Traduction, quand la moto est à 0 km, affiché, eh bien vous avez encore 1 demi-litre de réserve. Comme à son habitude, BMW vous offre une possibilité d'option complètement dingue qui comprend des selles basses, vous avez la possibilité de réduire, enfin il y a multiples options qui sont cumulables et qui vous donnent la possibilité de descendre la selle vraiment en bas, je crois que c'est 780 ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même relativement bas. Alors au niveau des pneus, forcément sur cette moto, on a une roue de 19 à l'avant, on a une roue de 17 à l'arrière. Les pneus sont en 110 de large à l'avant et 150 à l'arrière. Ça lui donne un petit côté très joueur qui correspond parfaitement à la moto. Bon, au niveau freinage, on est sur quelque chose de tout à fait normal et habituel pour ce genre de moto. On est sur des disques de 305 mm, un disque de 265 à l'arrière. Alors au niveau de l'ABS, malheureusement, il est non déconnectable. Et je dis malheureusement parce que je l'ai trouvé personnellement un peu intrusif, surtout avec l'arrière. Alors au final, en Corse, en 4 jours, on a fait quand même l'équivalent de 740 km. Pas besoin de vous dire que j'ai eu le temps de la prendre en main bien comme il faut. On a eu quand même une chance énorme, c'est que Bike2Beach nous a mis à disposition une moto sur place. Et figurez-vous que c'était une BMW F850 GS avec l'ancien moteur de 849 cm3. Et donc ça m'a permis de monter de l'une à l'autre, puisque c'est Alex qui l'utilisait. Et ça m'a permis de vraiment bien comprendre les différences de moteur principalement entre le 850 et le 895. Et je peux vous assurer qu'il y a une différence qui est assez énorme. Le moteur est beaucoup moins rauque en version 895. Même à la sonorité, je le trouve plus doux, plus fluet. Et le comportement, non seulement le moteur, je le trouve plus souple, plus agréable et plus puissant. Et donc il y a une vraie évolution moteur quand on passe sur ce 895 cm3 et quand on passe de l'une à l'autre, c'est vraiment flagrant. Une autre différence, c'est la calibration de l'électronique par rapport au quick shifter, à savoir que le quick shifter de celle-ci passe beaucoup mieux, plus vite, de manière plus douce. Il y a eu des moments où j'ai dû rétrograder avec le downshift alors que j'étais plein angle. Le châssis ne bouge pas, la vitesse passe et je dois avouer que le quick shifter était assez fantastique. Bon alors comme vous le constaterez dans les images, oui, on a enroulé, on a bien roulé, je me suis amusé. J'ai été bluffé par le comportement parce que je ne m'attendais pas à ce qu'une F800 GS de base puisse m'offrir ce qu'elle m'a offert en termes de comportement par rapport aussi au rythme que je lui ai mis. Ce qui m'a aussi donné la possibilité de tester ces deux machines et de faire une grosse différence aussi au niveau de la fourche, à savoir que la fourche de la F850 GS, qui est donc le modèle au-dessus de ça, mais de l'année passée, est en 43 mm et est inversée, et donc le transfert de masse était quand même largement inférieur avec un support à l'avant nettement supérieur. Et je trouve qu'il y a quand même un petit déséquilibre technologique entre une fourche non réglable, traditionnelle, classique, de petit diamètre, qui plonge à mort, et à l'arrière, un amorto qui en fait calcule le poids embarqué, qui calcule si vous avez un passager, des bagages, qui rectifie l'assiette en modifiant la précharge du ressort de manière automatique. Et donc, gros déséquilibre entre l'avant et l'arrière, même si ça reste cohérent. Celle-ci est équipée d'une roue de 19 à l'avant, alors que celle-ci en modèle 900 est équipée donc d'une roue de 21. Et clairement, c'est vrai qu'au niveau des routes et des petits virolos, et quand ça se referme, cette roue de 21 a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc on perd un poil en vivacité du train avant. Et dans des conditions de route corse avec du petit virolo mais du macadam nickel, j'ai préféré ce modèle parce qu'il était plus incisif au niveau des rentrées et des sorties de virage. Au final, vous l'aurez compris, cette moto, 750 km à son guidon, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Moto vraiment intéressante, c'est un style de moto qui de base ne m'intéresse pas. Et pour finir, quand on sort de cette moto, elle m'intéresse et je la trouve très plaisante. C'est vraiment un petit peu la version route de la GS et donc c'est vraiment une moto qui est bonne à tout faire. Il y a moyen de taper dedans aussi, elle a vraiment des aptitudes à tout point de vue et donc ce n'est pas une 800, c'est bien une 895. Et je repartirai bien à son guidon. Pour la Corse, c'était parfait. On se rejoint tout de suite pour la suite de l'émission. Merci de votre écoute.
Et on commence tout de suite l'actu avec Harley-Davidson qui a présenté le modèle Fatboy Grey Ghost, 5e déclinaison de sa collection Icons Motorcycles. Ce nouveau modèle Icons, produit en série limitée, célèbre le 35e anniversaire du lancement du Fatboy. Le modèle Fatboy Grey Ghost rend hommage à une star du design moto en arborant une nouvelle finition Reflection étincelante qui confère à la moto une apparence tout en chrome. La production du modèle Fatboy Grey Ghost sera limitée à 1990 exemplaires dans le monde et le modèle sera proposé au prix de vente de 25 399 $. Harley-Davidson et MotoGP lancent un nouveau championnat mondial de course avec des motos Harley-Davidson Bagger qui débutera en 2026. La série de 12 courses se déroulera lors de 6 Grands Prix en Europe et en Amérique du Nord et les pilotes s'affronteront sur des modèles Harley-Davidson Road Glide préparés pour la course, à raison de 2 courses par manche. De plus amples détails, y compris le calendrier et la façon dont les fans pourront regarder et se tenir au courant, sera bientôt révélé. Pas seulement des voyages, mais des expériences inoubliables. Les Ducati Riding Experience Travel Adventures sont conçus pour vous emmener vers les destinations de vos rêves, en vous faisant vivre une aventure unique à la découverte de paysages extraordinaires au guidon d'une Ducati. Envie de découvrir l'Islande, l'Ouest américain ou tout simplement l'Italie au guidon d'une Multistrada ou encore d'une Desert X ? Explorez toutes les propositions du Ducati Riding Experience Travel Adventure et voyagez avec la tranquillité d'esprit d'une sécurité absolue et la fiabilité d'une organisation ponctuelle et précise, pour que chaque voyage mérite d'être une aventure sans compromis. Triumph Motorcycles présente une nouvelle Speed Triple 1200 RX exclusive pour 2025, limitée à seulement 1200 motos dans le monde. Avec une position entièrement concentrée et une ergonomie plus agressive et plus sportive, la nouvelle Speed Triple 1200 RX est l'incarnation ultime de la Speed Triple, avec encore plus d'électronique et de technologies de pointe qui ont impressionné beaucoup de clients depuis le lancement de la Speed Triple 1200 RS en mars. Disponible à partir de 21 995 €, les motos sont désormais disponibles à la commande avec une livraison prévue à partir de juin 2025. Il y a quelques jours, nous étions invités par BMW Motorrad à découvrir l'événement One Ride, One Tribe, un lieu à l'atmosphère unique où les motards de tout le pays se rassemblent comme une seule et même tribu. Tel est ce à quoi il faut s'attendre le dimanche 15 juin prochain à Herentals. L'événement promet une journée inoubliable avec de nombreuses motos à découvrir telles que la nouvelle R1300 RT et bien d'autres. De nombreuses activités sont prévues sur place. La précédente édition a rassemblé 4500 motards et a été un véritable succès. Cette année, le record sera-t-il battu ? Cette semaine, sur l'île de Man, c'est le Tourist Trophy. Si vous n'avez pas prévu de vous y rendre, le Titi, bien à vous dans Between the Hedges, une série documentaire très captivante disponible sur leur chaîne YouTube Isle of Man TT Races. Plongez dans les coulisses d'une course comme pas d'autres, revivez la tension, ressentez la vitesse et comprenez la passion de ces pilotes hors normes pour ce tracé légendaire. Enfin, et toujours sur un autre tracé légendaire, auront lieu dans quelques jours les 8 heures de Spa Moto. Venez à Spa-Francorchamps les 6 et 7 juin pour assister aux 8 heures de Spa Moto. 2 jours exceptionnels avec les meilleurs pilotes au monde et de nombreuses animations. Retrouvez toutes les infos et réservez vos billets sur spamoto.com. Rendez-vous à Spa-Francorchamps les 6 et 7 juin. Bonjour Olivier, Bonjour Arnaud. comment vas-tu ? Très bien, très bien. En pleine action, la saison a bien commencé ? La saison, vu le beau temps actuel en Belgique, on peut dire qu'elle a bien commencé, oui. Ok, super. Donc toi, tu es agent officiel d'Enez AGV pour la Belgique et le Luxembourg. Absolument. Donc on va dire que je m'occupe du réseau commercial qui représente les marques, également avec Momo Design depuis peu. Mais donc oui, Belgique, Luxembourg. Bon, ben, d'une certaine manière, enfin, c'est mon avis, tu représentes quand même deux marques qui sont historiques dans l'histoire du sport de la moto. Alors, bon, d'Enez, pour moi, bon, forcément, moi je suis d'Enez depuis plus de 15 ans. J'ai eu les premières airbags, enfin, j'ai vu toutes les évolutions. J'ai eu toutes les combis airbags, d'ailleurs, merci encore pour ce partenariat. Bon, selon moi, j'ai quand même l'impression d'être habillé sans doute par le meilleur équipementier du marché, à savoir que c'est quand même celui qui a commencé les recherches airbag, c'est eux qui ont la plus grosse base de données. Bon, au niveau technologie et tout ça embarqué, c'est assez fou. Donc là, je viens de recevoir la combinaison que vous avez sous les yeux. Et cette combinaison est assez particulière. Et là, je vais te demander de me préciser, de me dire un petit peu ce dont il s'agit.
Oui, donc nous avons ici la Démon et GP. Ouais. Donc, le démon qui représente Dainese depuis tout le temps. Comme tu dis, ça fait plus de 20 ans que Dainese a débuté toutes les recherches au niveau de tout ce que nous appelons le DR, donc l'utilisation d'airbag. Et ceci, c'est le nec plus ultra de la combinaison actuelle que nous avons, je dirais, à offrir à toi comme journaliste, mais à offrir aussi à n'importe quel particulier qui voudrait s'offrir la même combinaison que n'importe quel pilote de MotoGP ou qu'un Toprak actuellement en Superbike. Tout à fait, oui. Alors là, moi j'ai remarqué une différence assez flagrante de poids sur celle-ci par rapport à la précédente qui était une Mugello. Et ça, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, l'épaisseur du cuir, on parle de cuir de kangourou. De kangourou, on est bien sur le kangourou. Absolument. Ok. Bon, moi, j'ai connu évidemment tous les systèmes airbags. Alors, j'imagine de manière évidente qu'avec l'évolution, le temps, eh bien, j'imagine que les systèmes électroniques fonctionnent toujours de mieux en mieux, de plus en plus vite, avec de plus en plus de données. Il y a maintenant, si j'ai bien compris, aussi la possibilité de connecter son téléphone aussi avec sa combi pour gérer les différentes... voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet En fait, cette combinaison, comme pour les pilotes de MotoGP et de Superbike, utilise le nouveau Dainese Racing Shield 3 fois. Oui. 3 fois tout simplement dans le nom, pour ce que le sac permet, depuis cette nouvelle génération, d'avoir 3 déclenchements avant de devoir renvoyer la combinaison chez Dainese en Italie. Avec nos Smart Air sur route, ce sont nos Smart Air Premium Centre, donc les points de vente attitrés qui font le remplacement du sac. Oui. Pour une combinaison, on demande et on exige encore toujours un retour à l'usine en Italie. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur de la sécurité au niveau cuir, au niveau chute à haute vitesse, et que Dainese a toujours dit on veut être 100% sûr de la sécurité qu'on livre, donc on fait contrôler ça. Mais entre-temps, voilà, on sait qu'une petite chute sans problème ou sans conséquences graves peut arriver sur circuit, et le fait d'avoir sa cartouche de gaz avec soi, d'enlever dans la bosse le système, on glisse, on remet une cartouche, on la rebranche. Par le DR app, comme tu viens de le dire, on va simplement, parce que lui, après un blocage, il est en connexion permanente par Bluetooth, il va te bloquer ton système parce qu'il a vu qu'il y avait un déclenchement. Et donc, seule option, c'est en passant par le DR, rajouter la nouvelle cartouche. Et de ce fait, il va tout de suite te permettre de réactiver la combinaison pour la prochaine utilisation. Et c'est lui qui garde le calcul. Une fois qu'il y a eu 3 déclenchements, ben là, il te dira non, maintenant, on doit changer le sac. Ouais, ciao, bye bye. Bon, c'est bien, c'est vrai qu'une fois tous les 3 chutes, je dirais même que c'est beaucoup. Parce que, on espère que beaucoup de clients n'y arriveront pas du tout. Je ne te le souhaite pas non plus. Moi, je les ai toutes essayées en vrai. Ça marche bien, hein, je vous assure. Bon, j'en suis pas fier, mais bon, ça arrive. Oui, donc en fait, il y a vraiment moyen de manager sa combi, avoir son téléphone, vérifier que tout est en ordre, et puis effectivement, il y a 3 déclenchements possibles avant de retourner en Italie, et 3 fois, c'est déjà franchement pas mal. Malgré que ce soit une combi full racing, que ce système de DR, qui est aussi présent dans les Misano 3 et Mugello 3, qui sont les combis en vente publique de cette combi-ci, l'un en peau de vache, l'autre en cuir de kangourou. Avec l'application, on peut passer du mode racing, circuit. Comme vous le savez, l'algorithme Dainese est vraiment spécifique à la piste, mais il a également l'algorithme route. Donc, quelqu'un qui achète une Misano 3, Mugello 3 ou celle-ci, peut switcher de l'un à l'autre et peut utiliser sa combinaison sur route en ayant une protection optimisée, puisque les rails de sécurité sont bien plus proches sur route. Oui, on est bien d'accord. C'est bien, c'est bien ça, parce qu'effectivement, je connais l'application, il y a le riding mode classique road, et donc avec celle-là, tu peux passer de race à road et vice-versa, quoi. Exactement. Ça, c'est super. Bon, cette combi, évidemment, en fait, vous avez développé des bottes qui sont assez particulières, qui vont avec l'ensemble Dainese. Donc ici, moi, j'ai reçu la toute dernière version de la botte racing de chez vous. Son nom est l'Axial 2.
Axial 2. Bon, et globalement, en fait, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est une botte. En fait, la combinaison vient au-dessus. Il y a un système de scratch ici qui est évidemment présent aussi sur la combinaison, qui permet d'avoir un bon maintien. Et alors, c'est clair qu'en termes de sécurité, on est quand même sur un chausson carbone complet. L'objectif de cette botte, encore une fois développée pour les pilotes en MotoGP et Superbike, c'est d'offrir un maximum de flexibilité de manière longitudinale, puisqu'on sait très bien qu'une moto de course se conduit à la base avec les pieds et qu'il faut pouvoir jouer avec les nouvelles techniques de frein. On se déplace beaucoup, la jambe ouverte, on reprend place sur les repose-pieds. Donc on veut un maximum de flexibilité de manière longitudinale, mais on veut absolument bloquer tout ce qui est toute torsion qui au final advient en cas de chute. Ouais. Donc le lien du bas au haut de la botte par ce système, je dirais, de pivot, permet de créer tout cela en ayant une botte qui est archi rigide dans ce sens-là. La structure du chausson est plus précisément en fait en carbone et en aramide. Okay. Le carbone est utilisé pour sa légèreté, j'y viendrai après, et pour sa résistance à la compression. Oui. On a des exemples de quelqu'un sur route qui a eu un bus anglais qui lui est passé dessus. La cheville n'avait rien du tout. L'aramide va surtout résister à tout ce qui est pénétration, par exemple de repose-pied, quand on a un high-sider et que la moto retomberait sur la botte. Okay. Donc, on a une protection maximale. Légèreté, pourquoi cette botte est une des références au niveau légèreté. Oui. Dès qu'on a une masse en kilos qui est envoyée en l'air par un high-sider, elle est démultipliée avec la vitesse. Bien sûr. Donc, au plus léger une masse qui se trouve au bout des jambes est, au moins on va créer cet effet rotatif pour éviter, je dirais, le salto qui se précise. Enfin, dans toutes les situations en moto, en général, le poids, c'est l'ennemi. Absolument. Donc, et c'est vrai qu'elles sont super légères. Alors, personnellement, moi, ce que j'ai à dire sur cette botte, c'est que c'est vrai que quand tu passes des bottes traditionnelles qui vont au-dessus des combis à celle-ci, bon, ça nécessite un fitting un peu différent. Il faut rentrer à la combi, un peu relever, passer tout ça. Mais une fois que c'est fité, c'est vraiment génial. Et par contre, ce qui est assez incroyable, c'est en fait la finesse de la botte par rapport à la concurrence. À savoir que moi, j'ai vu une nette différence par rapport aux bottes racing classiques où les sliders de bottes sont souvent beaucoup plus volumineux, la taille du pied, enfin, en fait, il y a beaucoup de protection, mais j'ai envie de dire, c'est très volumineux. Et effectivement, en moto, dans certaines situations de pilotage, en fait, cette botte est tellement fine en largeur, aussi en épaisseur ici, fait qu'en fait, le déplacement autour du levier de vitesse est vraiment très aisé et elles offrent un niveau de protection maximale tout en ayant finalement, en fait, une taille minimale au niveau du pied. Et ça, pour les changements de vitesse, c'est vachement bien et pour le frein aussi. Ça aussi, une question, c'est que le passage de la combi par-dessus les bottes a aussi un effet aérodynamique qui est, je dirais, meilleur. Et la deuxième raison pourquoi Dainese a développé ça, je pense au début avec un certain Max Biaggi, c'est qu'aussi, en cas de chute, il y a beaucoup moins de pièces ou autres, comme une botte extérieure, qui peuvent s'accrocher dans la moto ou autre. Donc là aussi, c'est une question de chaque fois aller chercher le petit pourcentage pour éviter que le pilote se fasse emmêler dans quelque chose au niveau de la chute. Voilà. Okay. Elles sont faites pour durer également, parce que voilà, comme tu l'as dit, tous les inserts maintenant sont en magnésium et comme tu le vois, sont tous dévissables. Donc ça veut dire qu'investir dans une botte ainsi, qui est à 629 €, on le fait pour durer. Donc on veut qu'au niveau look, tout puisse être remplacé. Nouveauté sur celle-ci aussi, en enlevant la partie talon, au cas où il y a un problème, on peut changer la tirette. Et grande nouveauté que tu ressentiras une fois que tu seras sur la moto, les nouvelles semelles Ground Tracks, qui là aussi sont faites pour durer, parce qu'on sait que les repose-pieds d'une moto de course, ça fait vraiment mal aux semelles en règle générale. Donc ça, c'est une des choses. Et le grip en 3-dimensionnel a été vraiment créé pour, encore là, offrir ce qu'il y a de meilleur. Et c'est comique parce que le logo est placé précisément là où, en général, on a l'enfoncement du repose-pied. Et effectivement, on est sur une partie nettement plus dure que sur le reste. Donc, une fois de plus, chaque détail a été étudié. Et donc, c'est une botte hyper technique que je suis impatient d'essayer. Dernier petit détail,
Le slider de botte ici, vu que la botte est plus fine, eh bien en termes de garde au sol, on a une meilleure garde au sol avec ces bottes. Avec plusieurs bottes de marques différentes que je ne citerai pas, j'ai vraiment mes sliders qui sont au bout de leur vie, je dois les changer régulièrement et tout ça, ce qui est beaucoup moins le cas avec la botte, une fois de plus grâce à la finesse du bout du pied, donc non négligeable la garde au sol. Absolument. Bon, on continue par le casque, parce que vous avez développé, alors en fait cette combinaison est équipée d'un système, enfin avec le casque et avec la combi, en fait vous avez combiné un système pour s'hydrater, qui est super bien foutu. Alors malheureusement, moi je ne l'ai pas amené aujourd'hui avec le casque, parce que je l'ai défité pour pouvoir le refiter, tout ça. Mais donc on reçoit une gourde qui est implémentée dans la bosse, avec tout un système de tuyaux qui est parfaitement intégré, qui vient à l'intérieur. Alors en fait, ça passe ici dans tous les petits inserts, et en fait vous avez ici tout simplement un petit embout, en fait tout simplement comme une poche quand on va faire du vélo, ce genre de choses. Et donc il y a aussi moyen de s'hydrater avec ce combo casque combi. Bon alors AGV en fait il n'y a rien à faire. En fait c'est AGV, pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie du même groupe. AGV appartient à Denez, ou je dis une bêtise? Non, absolument. Voilà. Et donc ici, on est face à un Pista RR full carbone. Bon, mais c'est déjà une référence sur le marché. On va appeler un chat un chat. C'est un casque qui, une fois de plus, est hyper léger. Alors c'est vrai qu'il a un look, il a un profilage qui est quand même très différent de ce qu'on a connu avant. Alors on aime ou on n'aime pas. Alors, moi au début j'avais un peu dur, maintenant je m'y suis complètement fait. Et c'est vrai que finalement on a pas mal d'avantages, principalement au niveau de l'écran et en fait du nombre de degrés disponibles de visibilité quand on est sur la moto. À savoir que quand on roule sur circuit, eh bien, contrairement à la route où les gens ont souvent, j'ai envie de dire, le mauvais réflexe de mettre ce casque bien profond et de l'avoir là, eh bien, nous, en fait, on le prend, on le cale et on le met bien derrière la nuque, parce qu'en fait, quand on est sur l'angle, eh bien, on a des phases de pilotage où on a vraiment les yeux qui vont tout au-dessus de la visière. Et ici, c'est vrai que c'est un casque qui a été vraiment prévu pour ça. C'est un casque racing et qui donne justement cet écran très haut, qui donne une visibilité sur le circuit qui est phénoménale quand on est sur l'angle ou dans des phases de pilotage où on est vraiment très couché, quoi. Ouais, c'est une des choses, je dirais, typiques qu'AGV a créé il y a beaucoup d'années avec les AGV Extreme Standards, qui sont nos standards de développement et qui sont repris, je dirais, dans un tour modulaire, un K6S sur la route, avec 190 degrés de vision périphérique, 85 en hauteur, pour aller de nouveau amener une sécurité passive au pilote, puisque toute fatigue qui n'est pas créée amène plus de concentration et amène ce résultat indéniable. Même chose au niveau sécurité. Ce casque, son prédécesseur, le GP Pista, avait été créé en 2016. Le Pista RR a été maintenant renouvelé en 2022. Autre amélioration, c'est par exemple la visière qui fait au minimum 5 mm d'épaisseur sur toute sa largeur. Donc là aussi, au niveau de l'impact, en plus avec notre fermeture verrouillée qui vient également du MotoGP, vous ne verrez jamais un casque AGV après une chute avec une visière qui s'est enlevée. Ce sont des choses cruciales, mais voilà, des choses arrivent en piste. Et on doit en tenir compte. Ce qui est quand même vachement bien foutu aussi, c'est qu'il y a le petit bouton, et donc il y a un premier clips qui permet d'avoir un fin filet d'air. Et ça, dans certaines situations, c'est vraiment génial. Et puis, quand on veut vraiment le locker, clic, là, il est locké, il est étanche, et ça, c'est pas mal foutu. Donc, que dire? D'abord, merci beaucoup de votre soutien indéfectible. Je suis alors, je vais très rapidement l'essayer, à savoir qu'on a un essai-piste dans les jours à venir avec la R9 qui arrive en Belgique, que je vais essayer à mettre dans la semaine. Et donc, ça va être l'occasion d'essayer pour la première fois mon nouvel équipement, qui va nécessiter au niveau du cuir un petit peu de stretch. Voilà. Je me demande si je ne vais pas aller marcher 1 ou 2 kilomètres avant pour un petit peu la détendre. Enfin, c'est normal. Une nouvelle combi, c'est toujours la même chose. Mais je suis très heureux. Très bel ensemble. Donc, vraiment. Et alors, ce qui reste quand même... Allez, je pense qu'avec le témoignage d'Olivier, vous l'aurez compris, le détail au niveau de la sécurité. Moi, je suis
pour la sécurité à 1000% sur circuit, mais aussi sur route. Ça commence par un bon équipement. Et ça, je pense que c'est trop souvent négligé. On voit trop de nouveaux produits qui sont des produits qui sont balancés, qui viennent de je ne sais pas où, enfin des nationalités que je ne préfère pas mentionner, mais je veux dire, il faut quand même bien se rendre compte que c'est la sécurité, un bras, une colonne, un coude, ça n'a pas de prix. Voilà. Et donc la sécurité, c'est la base, et c'est pour ça que j'ai très vite approché, moi, entre guillemets, d'Enez à la base, parce que je voulais ce qu'il y avait de mieux. Et globalement, je suis très content de continuer l'aventure. Et j'ai vraiment la certitude d'être avec l'équipement qui, pour moi, est le plus sécuritaire, finalement. Si tu me permets d'embrayer là-dessus, une chose qu'on remarque aussi au casque, c'est déjà à l'arrière, on le voit sur la visière, c'est le petit autocollant film, puisque ceci est un des premiers casques film selon les nouvelles réglementations qui a été, je dirais, créé et homologué. On n'a vraiment pas eu peur, par rapport à d'autres marques, de cette homologation film qui requiert bien sûr l'absorption de choc à des bien plus haute vitesse, à des endroits beaucoup plus critiques du casque qui, malgré ce qu'on pourrait le penser, ne sont toujours pas testés pour un casque sur route, et des multiples impacts. Alors chez AGV, on avait déjà ce casque qui était là. Le renouveau pour atteindre l'homologation film, on s'est mis comme challenge d'obtenir au moins 30% de mieux sur tous les niveaux de test. Tous les impacts, etc. Et on a quand même réussi parce qu'on passe à 37% au-dessus du minimum des homologations. Donc, même par rapport à ça, film, qui est déjà beaucoup plus haut que la route. Donc, on peut vraiment dire que, je dirais, la sécurité cachée d'un casque AGV, que ce soit sur route ou celui-ci, est au plus haut niveau, puisque la FIM est très exigeante et qu'on a la fierté de pouvoir livrer cette homologation avec ce pista RR. Petit mot de précision quand même pour les gens qui n'y connaissent rien, voilà. C'est que pourquoi homologation FIM? Alors vous devez savoir que pour participer à tous les championnats du monde, eh bien, ils ont mis en place cette certification qui n'est donc valable finalement que pour les casques de course qui roule en mondial, mais qui est à la disponibilité du grand public, tout simplement. Mais donc la FIM a exigé que tous les pilotes de course de niveau mondial aient une qualité de casque supérieure à un casque de route classique. Et donc c'est ce que vous avez sous les yeux. On a tout dit ? Non. Non, mais si on veut compléter, vas-y. Il y a le nouveau Pro Spoiler sur ce développement qui amène, je dirais, un CX plus bas de 2% et qui annule tout poids du casque à 160 km/h, puisque c'est la vitesse moyenne sur un tour en MotoGP, où le casque n'a plus de poids. Et aussi une nouveauté sur le RR, c'est le 360 degrés fit intérieur, qui en déplaçant 360 degrés adapté fit, qui il y a 17 pièces livrées avec le casque, et qui, en déplaçant les branches au niveau de la coiffe, arrive justement à placer le casque en hauteur, comme tu l'as mentionné, pour encore avoir un meilleur aérodynamisme. Et il y a cette coiffe ici intérieure qui a changé pour les turbulences. Et sur le précédent casque, on avait déjà le Rescue System. Mais moi, j'avais déjà le précédent en RR. Alors, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites modifications, mais je pense que c'est principalement en sécurité interne que ça a changé. Et c'est vrai qu'au niveau aéro, beaucoup de gens rigolent avec l'aéro, personne n'en a besoin. Non, c'est pas vrai. Alors surtout quand vous roulez à Francorchamps, l'aéro, ça fait du bien et effectivement, ça soulage. Et donc cet aéro a vraiment sa place. Donc très convaincant. Et alors c'est vrai que j'ai reçu cette fameuse boîte où en fait on a 17 inserts en mousse qui sont tous parfaitement positionnés. Enfin, vous avez le mode d'emploi qui permet d'enlever, de les positionner parfaitement. En fait, on a tous une tête différente et donc parfois ça nécessite des adaptations, parfois ça ne sert pas ici ou trop là et tout ça. Eh bien, vous pouvez adapter votre casque et tous ces inserts sont faits pour être placés à des endroits qui peuvent vous permettre d'adapter le casque à votre morphologie tout simplement. Et ça, c'est pas mal non plus parce que ça n'existait pas avant. Écoute, je pense qu'on y est, mon cher Olivier. Je pense qu'on a tout dit, à moins que tu aies encore des... Rien à rajouter, votre honneur. Fantastique. Il ne me reste plus qu'à essayer.
et ça ne va pas tarder, comme je viens de vous l'expliquer. Ça, c'était donc le sujet d'Enez AGV avec notre ami Olivier Hart, qui, je pense, a été très clair et très intéressant surtout. On va passer dans un univers complètement différent, on va passer sur le prochain test. Alors, j'ai eu la chance d'essayer la KTM 890 Adventure R. C'est une moto assez particulière, livrée avec des pneus à crampons, donc en fait, son utilisation est assez claire, c'est vraiment une moto d'off-road. Ça reste néanmoins un 890 avec une puissance quand même assez élevée et aussi aux alentours des 200 kg. Donc selon moi, c'est vraiment une arme de guerre, mais je ne cache pas avoir un petit peu sué dans le casque parce que j'ai voulu faire de l'enduro, je l'ai amené dans des parties engagées, on va appeler ça comme ça, et je vous laisse découvrir tout de suite cet essai qui m'a bien secoué. Bienvenue en pleine nature, nous sommes dans la région de Villers-la-Ville. Je viens de terminer un essai assez particulier puisque je viens d'essayer cette KTM 890 Adventure R, et le R a toute son importance puisque c'est vraiment une version qui a été créée pour l'off-road, l'enduro et l'aventure. Bon, mais on va commencer par le moteur qui est donc un 889 cm3. Donc c'est le bloc 890 qu'on connaît de chez KTM, sauf qu'il est en Euro 5, donc il a un petit peu évolué. C'est un moteur qui sort quand même 105 chevaux. 105 chevaux, c'est beaucoup. Et on est quand même à 100 Nm de couple, donc il y a du couple et de la puissance. Alors c'est un moteur qui est très réactif, c'est un bicylindre face route, toujours calé, enfin comme tous ces bicylindres là. Et heureusement, les modes sont là pour pouvoir adapter la réponse au gaz, la réponse, enfin, il y a différents modes. Il y a du rain, il y a du street, il y a de l'off-road et il y a de l'enduro, non, du rallye sur celle-ci. J'ai beaucoup joué avec les modes. J'ai terminé par rouler en rallye. Pourquoi? Parce que le rallye m'a permis de pouvoir, avec le mode rallye, vous pouvez tout personnaliser au niveau du traction control, au niveau de l'ABS. Alors vous avez une centrale inertielle sur cette moto, ça veut dire que le boîtier calcule la puissance, le traction et tout ça en fonction de l'angle, en fonction du frein. Alors le mode rallye, moi j'ai évidemment coupé l'ABS au niveau de l'arrière mais pas de l'avant, sauf que l'avant, l'ABS se déclenche beaucoup plus tard. Alors assez canon aussi, c'est que quand vous êtes sur le mode rallye, au niveau du commodo, vous avez une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Et à l'écran, vous avez le chiffre qui correspond au niveau traction control. Ça va de 1 à 9. Et quand vous roulez, par exemple, comme je l'ai fait dans les grandes glisses, eh bien, j'étais en traction control sur 4. Donc ça veut dire que la moto tolère de la glisse, mais jusqu'à un certain moment. Donc là, à un moment, je l'ai aussi coupé pour pouvoir voir si vraiment elle m'emmenait. Bon, alors, globalement, je peux dire que j'ai le niveau pour me passer de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue, une fois qu'on est fatigué et tout ça, eh bien, ça peut rendre de grands services parce que c'est vrai qu'une fois qu'on fatigue, on tétanise, eh bien, mettre un peu plus de traction pour éviter les grosses dérives et tout ça, eh bien, ça permet de calmer un peu tout ça et c'est vraiment pas mal. J'ai dû rouler aussi, j'ai roulé avec la poignée en mode street, donc il y a forcément une poignée qui est très réactive avec une réponse rapide, c'était trop. Donc j'ai remis la poignée en mode rallye, j'ai essayé. Bon, ça c'est aussi quelque chose de top parce qu'en fonction des modes de pilotage et des exploitations de la puissance, eh bien en fait, vous pouvez non seulement régler les modes, donc le traction control est adaptatif et en roulant, vous pouvez passer de 1 à 9 pour adapter le niveau de traction control. Et au niveau du freinage, bon, forcément sur ce genre de machine, on freine beaucoup de l'arrière et c'est plutôt convaincant. Alors, puisqu'on parle du freinage, eh bien en fait le freinage a été confié à Rijuan. C'est badgé KTM, mais c'est bel et bien du Rijuan, filiale de Brembo pour la 10e fois. Mais c'est du Rijuan haut de gamme, c'est du Rijuan qui est positionné et attaché au bas de fourche de manière radiale.
ce qui n'est pas le cas du mètre cylindre, ce qui me paraît tout à fait normal. Il faut du feeling sur ce genre de moto, il ne faut pas freiner comme un cochon, surtout pas de l'avant. Et donc au niveau freinage, je dois avouer que très convaincant, l'arrière aussi. Je n'ai pas été gêné par l'ABS et ça fait du bien. Bon ben en fait toute cette puissance et tout ce couple, bien évidemment ça peut être utile dans certaines situations, c'est parfois aussi un ennemi dans d'autres. Je viens de suer bien comme il faut. Le cross et l'enduro s'est rappelé à mon bon souvenir et je me suis souvenu qu'en fait je suais beaucoup. D'ailleurs je bois ma petite boisson de récupération. L'hydratation j'en ai eu besoin parce que c'est quand même une moto puissante, 105 chevaux. C'est une moto qui pèse 196 kg à sec. Alors vous rajoutez 4 litres d'huile pour avoir l'huile, donc ça fait bien 200 kg aux alentours. Et puis vous rajoutez 20 litres, à savoir que c'est un réservoir de 20 litres. Alors il a une particularité, c'est qu'en fait ici se trouve toute la boîte à air et en fait les gros appendices qui sont ici, en fait c'est le réservoir de gauche à droite. Ça veut dire que les 20 litres d'essence, il y a 10 litres de chaque côté et donc ils ont descendu le poids au maximum et ça c'est bien pour la stabilité, pour les changements d'angle et donc pour essayer de rabaisser le centre de gravité, ce qui est assez important sur ce genre de machine qui est assez haute puisque la selle culmine à 880 mm. Alors je l'ai couché 2 fois à l'arrêt parce que mes petites papates ne tenaient plus, donc je l'ai couché. C'est rare, mais voilà. Il faut vraiment avoir un certain bagage technique, enduro ou cross pour pouvoir l'emmener. Alors sur la route, c'est carrément, je suis obligé de le dire, désagréable parce qu'avec les pneus à galets, la grande roue de 21 et celle de 19 à l'arrière donnent un comportement qui est forcément très positif par rapport à l'off-road, le franchissement. Mais par contre, sur la route, ces grandes roues, il n'y a rien à faire, il faut les emmener. On sent qu'il n'y a pas la maniabilité, on est très en arrière. Et donc, je me répète, mais c'est une moto qui se pilote quand même pas mal debout. Enfin, quand on attaque un peu et qu'il y a des bosses, il n'y a rien à faire, il faut se mettre debout. Bon, l'ergonomie, quand on est debout, c'est super bien pensé. Alors, c'est vraiment une moto qui sort d'usine avec des réglages vraiment faits pour l'off-road, à savoir que je roule avec des bottes d'enduro. Et il faut vraiment, avec cette moto, parce que le levier de frein est très haut, au même titre que le levier de vitesse qui est très haut. Et c'est vraiment fait pour rouler avec des bottes, parce que sans bottes, en fait, le levier est beaucoup trop haut. Sensation, bon, KTM, ils sont quand même arrivés par la porte du motocross et de l'enduro. Donc ils savent ce qu'ils font et c'est une moto qui est inspirée de la Castan 50 Rally qui court au Dakar notamment. Et c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, c'est une moto, bon voilà, quand vous la voyez devant vous, c'est vraiment une Adventure Air. Elle est vraiment faite pour les pistes et quand même avec la puissance et tout ça, bon moi j'ai fait du petit, du sinueux, du ceci, c'est très physique. Bon, vraiment, elle s'exprime dans les grands chemins et tout ça. Bon, c'est le genre de bécane pour aller faire le Maroc, le sud de l'Espagne, enfin voilà. Chez nous, malheureusement, l'enduro et le cross sont interdits. Et je me répète, mais sur la route, cette moto, sincèrement, n'a aucun intérêt en raison principalement de sa monte pneumatique. Bon, qui dit off-road dit évidemment grosse suspension. Et là, KTM a mis le paquet avec ces fameuses suspensions WP. Historiquement, les suspensions, d'ailleurs KTM a racheté WP, et donc on est sur du 48 mm inversé à l'avant, avec notamment des réglages qui sont super intéressants et très malins, à savoir que vous avez la possibilité, en quelques clics ici avec les doigts, il n'y a pas besoin de clé, il n'y a rien besoin de tout ça, pour toucher à la compression, donc la vitesse de plongée, et le canon de droite est réservé au rebound, donc la vitesse de remontée. Et donc en quelques clics à la main et même avec des gants, on peut modifier l'hydraulique. Bon, au niveau de l'arrière, ils ont mis évidemment un beau gros amortisseur aussi full réglable. Et on est vraiment sur du costaud pour assumer les gros dénivelés, les grosses bosses. C'est du sérieux, on sent que ça attaque. Alors au niveau du débattement, on est sur 240 mm à l'avant comme à l'arrière. Donc les débattements sont vraiment costauds. Niveau châssis, on est sur une recette connue chez KTM, on est sur un treillis tubulaire en acier avec moteur porteur. Vous avez une boucle arrière boulonnée, ça c'est en cas de chute si vous voulez remplacer rapidement. On a aussi un bras oscillant qui est mouse costaud et qui est d'une rigidité assez délirante. Alors sur ce genre de moto, on est évidemment avec des jantes qui sont des jantes à rayons. Alors possibilité, c'est du tubeless, mais il y a moyen aussi de mettre évidemment
des chambres à air si vous voulez vraiment partir à l'aventure et pouvoir réparer. Bon, évidemment, ce petit bébé que vous avez laissé sous les yeux, que je trouve particulièrement beau et racé, a un prix, à savoir que la moto se négocie à partir de 16 649 €. Donc c'est un tarif qu'on peut qualifier de salé et en même temps, personnellement, je trouve qu'il n'est pas trop parce que le niveau de maîtrise de l'électronique de cette moto, la possibilité de lui donner 3 à 4 visages différents mais complètement différents, en font vraiment une moto adaptable à toute forme de situation. Et quand on voit les éléments de suspension, la qualité des roues, la qualité de tous les éléments finalement, le moteur qui est canon, la finition qui est franchement en haut chez KTM, bon, il me semble que c'est un tarif. Alors certes, les motos sont trop chères, on est d'accord, mais voilà, c'est le tarif d'une moto qui est prête à vous emmener faire des aventures des vrais de vrais. Alors en guise de conclusion, je dirais que cette moto, c'est une moto qui est extrême dans le sens où si vous commencez à l'utiliser, il faut vraiment avoir un bagage technique conséquent pour pouvoir l'emmener. Il faut vraiment utiliser les modes, l'électronique, les réponses des gaz pour vraiment en fait mettre cette moto à votre niveau. Et donc il y a moyen de progresser avec cette moto. C'est une moto que vous pouvez rendre facile avec beaucoup de traction, avec une poignée de réponse douce, avec un moteur en rain où vous avez peu de puissance. Donc en fait c'est une moto que vous pouvez, qui va pouvoir vous faire évoluer. C'est une moto avec laquelle vous allez pouvoir rouler et au fur et à mesure que votre rythme va augmenter, au fur et à mesure que votre niveau va augmenter, eh bien à quelques clics et la moto devient de plus en plus féroce, rageuse, elle est capable de tout, elle passe n'importe où, il faut juste avoir la force, les gaz et les bras qui vont avec pour pouvoir l'emmener. Mais une fois que ça c'est acquis, eh bien ça devient une arme de guerre et donc on est vraiment sur une moto très particulière. J'ai pas essayé une moto aussi extrême au niveau off-road et enduro depuis très longtemps. Bon, c'est ici que se termine cet essai qui était épuisant, je dois dire. On se retrouve tout de suite pour un nouvel essai et gaffe sur la route. Votre futur équipement moto se trouve chez MKC Moto, Braine-l'Alleud. Voilà pour cette fameuse KTM 890 Adventure R. Alors vous l'aurez compris, c'est une machine d'exception, c'est une machine de guerre à celui qui pourra la maîtriser parce que l'air de rien, oui, c'est une moto extrêmement aboutie, une vraie moto de rallye. Alors à l'opposé total, on a eu la chance d'être invité par Kawasaki à Rotterdam pour la présentation d'une moto méconnue, certes. On parle de la Kawasaki Meguro S1. Alors ça c'est une moto, c'est une toute petite moto, c'est un 233 cm3. C'est une moto qui a été développée dans une idée revival, à savoir qu'en fait Meguro était une marque japonaise et c'était une marque qui est née en 1924 et Kawasaki a racheté cette marque pendant les années 60 parce que, pour introduire le marché japonais, Kawasaki n'étant encore pas assez connu, ils ont racheté la marque Meguro et ils ont donc utilisé cette marque pour se lancer sur le marché. Et donc aujourd'hui, c'est bel et bien une Kawasaki Meguro S1. Cet essai a eu lieu à Rotterdam. On a de nouveau bien ri et je vous laisse découvrir ça. Nous voici à Rotterdam pour la présentation de cette moto. Comme vous pouvez le constater ici, il est marqué Meguro. Et ça c'est assez important parce que c'est bel et bien une Kawasaki Meguro
S1, mais historiquement, il est bon de savoir que en 1924, Meguro était donc une marque japonaise qui était relativement connue, qui avait lancé une moto qui était assez proche de celle-ci, je vais dire. Et dans les années 60, Kawasaki a racheté la marque Meguro pour se lancer et faire des motos parce qu'à l'époque, eh bien, Kawasaki se lançait dans le monde de la moto et a préféré d'abord racheter une marque qui avait déjà des clients, qui avait déjà une réputation. Et donc, ils ont racheté cette marque et ils ont gardé le nom Meguro, mais c'est bel et bien une Kawasaki. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette moto? C'est évidemment une toute petite moto, comme vous pouvez le constater. Au niveau de la selle, on a seulement 740 mm, donc c'est vraiment tout petit. Alors, toujours en termes de taille et de poids, c'est une moto qui fait moins de 150 kg tout plein fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment hyper léger, c'est hyper maniable. Et l'absence de poids joue énormément. On est quand même facile 50 kg en dessous des motos de manière générale. Alors la motorisation, c'est un monocylindre de 233 cm3 qui développe 18 chevaux. Et bien ces petits chevaux, ils sont vraiment volontaires et je m'attendais à être sur ce qu'on appelle un poumon. Et bien globalement non, c'est une moto qui a 6 vitesses, qui prend quand même jusqu'à 130 km/h. On s'est principalement baladé dans la périphérie de Rotterdam, dans Rotterdam même, et donc d'abord c'était super sympa parce qu'on a visité. De deux, c'est une moto qui donne envie de se balader, donc c'est une moto qui a sa place en ville vraiment parce qu'elle passe partout, elle est toute petite. Alors j'ai envie de dire c'est une moto qui convient bien pour quelqu'un qui n'a pas envie d'un scooter, qui aime la moto, mais qui ne veut pas plus de puissance qu'un scooter. Enfin voilà, quelqu'un qui a plutôt, je vais dire, un mode de déplacement plutôt urbain. C'est une petite moto vraiment pratique. Alors que dire, l'électronique est complètement bluffante parce que le traction control, l'engine brake control, le slide control, il y a tous les contrôles possibles, donc il y a toute l'électronique comme sur la ZX10. Et c'est bien évidemment une blague puisque la seule électronique que vous avez sur cette moto, c'est l'ABS et Dieu merci, j'ai trouvé le fusible pour l'enlever. Bon, que dire à propos de cette moto? Petite moto, donc petit frein, on est quand même sur du Nissin avec un étrier 4 pistons sur un petit disque de 280 ou 300 à vérifier, ça je ne l'ai pas en tête. On a ce petit côté vraiment rétro, très qualitatif. La moto, elle est charmante, je la trouve vraiment agréable, belle au regard, la finition est vraiment au top. Tout est léché sur cette moto, le compteur a vraiment de la gueule, il est rétro. Enfin, on est vraiment sur une moto comme avant. Ça veut dire qu'on tourne la clé, il n'y a absolument pas de possibilité, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. On tourne la clé, on la démarre et c'est parti. Et c'est quand même vachement gai de tomber sur une moto à l'ancienne. Alors, en termes d'ergonomie, je vous le fais en vrai. Voilà, alors moi qui suis petit, j'ai les deux pieds, mais alors bien à plat. Le guidon est relativement haut, une position bien droite, super confortable. Alors clairement, c'est pas non plus une moto pour quelqu'un qui fait 1m90, mais c'est vraiment une petite moto sur laquelle je me suis fait plaisir. Et pour une fois, on n'est pas du tout en recherche de performance. On est à se balader sur le couple, parce qu'il y en a. Ça se faufile entre les bagnoles. Alors forcément, on n'est jamais débordé par la puissance. Alors au niveau partie cycle, à l'avant, on a une roue de 18. À l'arrière, on a une roue de 17. Bon, la fourche, bien évidemment, c'est une fourche classique, non inversée, absolument non réglable. À l'arrière, il y a quand même la possibilité de modifier la précharge du ressort. Il y a 5 crans, une fois de plus, à l'ancienne. Il suffit de bouger l'écran des deux côtés pour pouvoir un petit peu la durcir si vous avez un passager. Bon, alors ce matin, je suis monté dessus, la moto n'avait que 70 km et apparemment, elle avait été rodée sans qu'on touche au frein arrière. Donc, je suis parti quasi sans frein. Et puis, le feeling du frein est venu à force de l'utiliser. En termes de tarifs, on est à 5 899 €. Donc on est en dessous des 6 000, ce qui devient vraiment rarissime aujourd'hui. Voilà, on est sur une moto à l'ancienne, une petite moto avec laquelle il y a moyen de se faire vraiment plaisir. C'était plutôt une chouette découverte. Bon, en guise de conclusion, à qui s'adresse cette moto? J'ai envie de dire, déjà à des gens pas trop grands.
S1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi des gens qui aiment le 2 roues, mais qui aiment quand même un petit peu changer les vitesses et tout ça, et n'ont pas envie de rouler avec un scooter. C'est une moto qui permet aussi d'aller s'échapper et d'un petit peu aller rouler. C'est pas une moto qui est faite que pour la ville, loin de là, puisqu'elle prend quand même en vitesse max aux alentours de 130 km/h, donc il y a moyen de monter sur l'autoroute, et tout à fait à l'aise. Très étonnant, petite moto vraiment charmante. C'est assez étonnant parce que quand je me suis arrêté aux multiples feux rouges qu'on a en ville, quand je me suis arrêté, bon on s'est arrêté, on a fait des demi-tours, on a fait des vidéos, il y a des gens qui sont arrêtés, qui l'ont examiné, pas mal de gens se sont intéressés à la moto. Je trouvais ça assez étonnant, comme quoi il y a vraiment un public pour ce style de moto néo-rétro, qui est facile, qui est simple, et avec laquelle il y a moyen de prendre quand même beaucoup de plaisir. Kawasaki Meguro S1, eh bien, chouette petite moto. On se retrouve tout de suite pour un nouvel essai. Eh bien, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, donc on arrive à la fin de cette émission. Alors, je voudrais un petit peu vous parler de Carter et Piston. Alors, on a passé 2 caps assez importants, à savoir qu'on a passé les 10 000 abonnés sur Facebook, on a passé les 10 000 abonnés aussi sur YouTube. On a notre compte Instagram qui, lui, est un petit peu à la traîne parce qu'il a été créé relativement tard. N'oubliez pas, connectez-vous. En fait, sur Instagram, on va en profiter pour publier du contenu exclusif. On va aussi mettre des concours, notamment le concours pour gagner des places pour les 8 heures de spa. Ces places ne seront disponibles que sur Instagram, donc likez, abonnez-vous à Instagram. J'espère que vous aurez profité de cette émission. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la créer, à la produire. La nouvelle arrive déjà, on est déjà, nous, dans le programme de l'émission prochaine, qui sera tout aussi agréable, je pense, avec encore d'autres sujets encore bien plus différents. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Restez connectés sur les réseaux, sur YouTube. Il y a plein de choses qui arrivent. On publie du contenu en permanence. Donc, suivez-nous, supportez-nous. On en a besoin et on compte sur vous.